Bienvenue à l'émission En Dialogue. Aujourd'hui, j'ai pour invité Marie-France Irigoyen, psychiatre et psychothérapeute française et auteure de nombreux livres, notamment L'harcèlement moral et Les narcisses, apparus en 2019. Bonjour Madame Irigoyen, je suis enchanté de vous recevoir. Bonjour. Avant de commencer de parler sur votre livre Les narcisses et sur la société en général, pouvez-vous peut-être vous présenter au public et dire ce que vous faites et ce qui vous êtes ? Oui, je suis psychiatre, psychothérapeute. Je travaille sur les sujets de la violence psychologique depuis très longtemps, depuis plus de 40 ans. D'abord, je m'intéressais à la violence dans le couple, la violence faite aux femmes. Puis, j'ai écrit un livre sur le harcèlement moral. J'ai inventé le terme harcèlement moral qui a fait maintenant est devenu un terme qui est reconnu un petit peu partout dans le monde. Vous pouvez le présenter, l'harcèlement moral ? Le harcèlement moral, au fond, ce que j'ai essayé de dire dans ce premier livre, j'ai essayé de montrer qu'il y avait des violences insidieuses, difficiles à repérer, qui n'étaient pas suffisamment prises en compte. C'était, au fond, une façon de détruire l'autre sans qu'il y ait des traces. Au fond, c'est une violence propre. Ça ne se voit pas, mais ça fait de gros dégâts. C'est fait de paroles, de regards, d'attitudes méprisantes, hostiles, avec un dénigrement, avec de la disqualification, le tout étant suffisamment subtil pour que la personne qui est visée ne soit pas sûre que ce soit vraiment de la violence. Est-ce que c'est l'autre qui me veut du mal ou bien est-ce que c'est moi qui suis parano, c'est moi qui comprends, qui suis trop sensible, est-ce que c'est moi le problème ? C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de ce qui se passe. Ce que j'avais pu constater, c'est que dans les couples, il y avait des situations de violence psychologique qui préparaient une situation de violence beaucoup plus facile à repérer. Au fond, j'ai entendu souvent des femmes qui disaient si je suis frappée et que j'ai un œil au beurre noir, je peux aller à la police et dire regardez, je suis une victime. Mais si tous les jours je suis disqualifiée, on me dit que je suis nulle, que je suis moche, que je suis bête, que je comprends rien, et on s'arrange pour me mettre en difficulté en permanence, eh bien c'est difficile de l'expliquer. Violence invisible. Ouais. Alors, ce livre sur le harcèlement moral a eu énormément de succès puisqu'il a été vendu à 500 000, je crois. 500 000 exemplaires, traduit en une trentaine de langues. Au fond, c'est quelque chose qui a été pris en compte puisque ce livre a été à l'origine de la loi française sur le harcèlement moral. La loi française qui est passée mon livre est sorti en 1998, en septembre 1998, et la loi française est passée en janvier 2001. L'année suivante, il y a eu une loi en Belgique en 2002 sur le même sujet, et en 2003 au Québec également sur une partie du harcèlement qui est le harcèlement moral au travail. Parce que, au fond, j'ai pu décrire aussi des situations sur le plan professionnel où, bien sûr, on ne frappe pas son collègue de travail ou son subordonné, mais on peut le casser psychologiquement. Le but est souvent de se débarrasser de quelqu'un. C'est-à-dire soit faire en sorte que la personne donne sa démission et parte, ou bien tombe malade et donc arrête de travailler. Le but est vraiment de se débarrasser de quelqu'un, et c'est une situation qui est, dans certains cas, institutionnalisée.
C'est-à-dire, on peut pousser quelqu'un à la démission, par exemple, à partir, pour éviter de faire un plan social, par exemple. Donc c'est quelque chose qui est une réalité que moi, qui ne suis pas une spécialiste du monde du travail, j'avais pointé à travers, au fond tout ce que j'ai raconté, c'est à travers le récit de mes patients. Et donc à partir de là, ça a été pris en compte par des tas de personnes et par les syndicats, ça a été pris en compte aussi par le gouvernement, puisque la loi a été votée et que maintenant, le harcèlement moral est sanctionné. Le harcèlement moral au travail a été sanctionné, donc je l'ai dit, en 2002. À partir de 2002, la loi a été un petit peu modifiée. Maintenant, il y a des jurisprudences. Mais en 2011, on a changé également la loi sur la violence psychologique dans le couple pour parler de harcèlement moral dans la vie privée également, et c'est également sanctionné. Donc d'un côté, vous êtes un auteur de divers livres et vous travaillez encore comme psychothérapeute. Vous pouvez expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, comment on devient psychothérapeute? Donc d'abord, vous avez fait un bac scientifique et puis vous avez fait des études de médecine. Oui, donc comme pour être psychiatre, puisque je suis psychiatre et psychothérapeute et psychanalyste, c'est différentes façons de travailler. Donc après le bac, on fait médecine. Médecine, c'est 5 ans plus 1 an, et psychiatrie, c'est 4 ans d'études, pendant lequel on est interne, c'est-à-dire on travaille à l'hôpital et parallèlement on finit ses études. Et les premières 6 années de médecine, vous avez déjà su à cette époque que vous allez rentrer dans ce domaine, de cette spécialisation, ou c'est un processus que vous avez vu au début? Oui, moi j'ai fait médecine pour être psychiatre. D'où vient cette idée? Alors ça, c'est une histoire un petit peu compliquée et sans doute assez personnelle. Ma mère était quelqu'un qui était beaucoup dans la plainte. Et quand j'étais très jeune, j'ai voulu dire à ma mère, qui avait consulté tous les médecins de la Terre pour tout un tas de souffrances diverses et variées, et j'avais suggéré à ma mère à l'époque d'aller voir un psychiatre. Bien sûr, elle n'était pas contente, elle l'a très mal pris. Elle n'y est pas allée? Elle n'y est pas allée, bien sûr. Mais moi, en tous les cas, j'étais convaincue que c'était important de comprendre un peu comment on fonctionne. Je m'intéressais donc assez très jeune à la psychanalyse et donc j'ai voulu faire psychiatrie parce que psychologie, en tous les cas en France, à ce moment-là, c'était plus difficile d'être reconnu, on va dire c'était moins sérieux. Moins sérieux. Voilà, ça paraissait moins sérieux. Et donc, pendant que j'ai fait mes études de médecine, j'ai pu douter à certains moments de changer de voie, mais finalement, j'ai fait psychiatrie et je suis ensuite venue à Paris. J'étais à Bordeaux et je suis venue à Paris parce que dans le cursus médical, que j'avais passé l'internat et j'étais reçue à Paris à l'internat. Et vous avez dit que je me rappelle que c'était différent qu'aujourd'hui, que vous avez passé un concours pour rentrer à Bordeaux et encore un autre concours pour aller à Paris. Non, les études de médecine en France, en tous les cas, et c'est encore pire maintenant, c'est un concours très difficile, un peu trop axé sur les sciences, mais et c'est peut-être un peu dommage qu'on ait oublié les humanités. Donc il y a un concours pour accéder, pour avoir le droit de faire des études de médecine. Et puis, quand on est dans le cursus, on passe le concours pour être interne en médecine. En tous les cas, les choses ont changé. Il y a eu des réformes de l'enseignement, mais en tous les cas, c'était comme ça quand moi, j'étais étudiante. Et c'était comment Paris alors, à cette époque? Vous vous rappelez? Moi, je n'ai pas eu de difficultés par rapport à Paris. J'ai certainement été très déçue des stages que j'avais faits en psychiatrie, parce que comme j'avais lu toute la littérature psychiatrique et psychanalytique,
au fond, je voyais que sur le terrain, la réalité, les patients à l'hôpital n'étaient pas aussi bien traités que ça. C'est encore un problème actuel, puisque actuellement, il y a un mouvement qui dénonce les conditions d'accueil des malades mentaux dans les hôpitaux psychiatriques. C'est un vrai problème qui a été réactivé actuellement, récemment, par l'épidémie de Covid, où, au fond, il n'y a pas d'argent pour la psychiatrie et la maladie mentale d'une façon générale. Donc c'était déjà comme ça, mais ça s'est plutôt aggravé ces derniers temps. Parce que je pensais à Paris, le changement, parce que Paris semble toujours à l'étranger comme la ville de l'intellectualité aussi, de la ville. Il y a aussi des auteurs qui se sont... C'est quelque chose, ça a une influence, oui, le changement quand vous étiez à Paris? À l'époque, c'était quelque chose d'assez fascinant, puisque j'ai pu assister à des séminaires de Jacques Lacan. Qui était une espèce de show médiatique déjà. Vous le connaissez personnellement alors, vous l'avez vu? Je ne les connaissais pas personnellement, j'ai assisté à ces séminaires, c'était l'endroit où il fallait aller. Oui, voilà, à Paris, la chaîne, c'était très mondain finalement. C'était où? Par contre, ça se passait à la Sorbonne, je crois, je ne me souviens plus des salles, mais par contre, j'ai pu assister à des tas de séminaires très intéressants. Le Bovici, Gisela Pankov, qui étaient tous les auteurs de l'époque qui ont travaillé sur la psychiatrie et la psychanalyse. C'est vrai que c'était une chance incroyable d'aller à tous ces séminaires qui étaient libres d'accès. Donc effectivement, c'est une époque où je lisais beaucoup, j'allais à beaucoup de séminaires et c'était vraiment très intéressant. Donc c'était un moyen aussi de former encore plus son identité? Oui, et puis, entre autres, j'ai été interne, donc j'avais un poste d'interne à la Pitié-Salpêtrière, qui était le lieu où Charcot faisait des présentations publiques sur les hystériques. Et là, j'ai beaucoup appris, vraiment beaucoup appris. Je suis restée plusieurs années. Pendant longtemps, j'avais un poste à la Salpêtrière de consultation de psychiatre. Et vous avez l'impression que Paris a changé depuis? Vous pouvez décrire les changements qu'il y a eu, les 20, 30 années? Si c'est encore resté la ville d'intellectuels ou ça a changé? Je crois que la société, d'une façon générale, a changé. La psychiatrie a perdu de son aura. Maintenant, quand le concours a changé, le concours de l'internat, maintenant... moi, quand j'ai passé le concours de l'internat, c'était pour être psychiatre. Maintenant, il y a un concours qui est global pour toutes les spécialités et les meilleurs au concours deviennent cardiologues, chirurgiens, dans des villes prestigieuses, entre autres à Paris. Et puis, la psychiatrie, ça ne vaut rien. Parce que ça rapporte pas d'argent, c'est pas on va dire c'est pas rentable de faire psychiatrie, c'est pas bien payé et c'est pas prestigieux. Donc maintenant, on fait psychiatrie quand on a pas une note suffisante au concours de l'internat. Ah si, alors si je comprends bien, la note qu'on a à l'université est très importante. Concernant la spécification que veut faire après. Donc si on a une mauvaise note, on ne peut pas devenir cardiologue ou chirurgien. Oui, si j'ai bien compris en France, c'est comme ça? Voilà. C'est pas la note à l'université. Il y a les études de médecine et il y a le concours. Donc la note du concours... La note de ce concours va faire que si on a une très bonne note, on peut choisir tout ce que l'on veut. Et donc on va choisir les spécialités les plus prestigieuses. Psychiatrie n'est pas prestigieux. Donc si je vois un chirurgien, je sais qu'il a eu une bonne note de concours, si je comprends bien. Oui, plus ou moins. Après, on peut choisir ses postes différemment, mais c'est un peu ça. Ouais. Mais il y a quand même d'autres critères que juste la note du concours pour dire que c'est un bon médecin, un bon chirurgien. Pourquoi il y a ce système français alors?
Le système, actuellement, je crois qu'on est dans un monde où on est évalué sur des critères qui ne sont pas des critères humains, mais sur des critères qui sont beaucoup plus quantifiables. Tout doit être quantifié à notre époque. On met des évaluations. D'ailleurs, à la fin d'un cours, on donne aux élèves, aux étudiants, des fiches d'évaluation pour noter le professeur. Et au fond, tout est évalué. Le comportement, les notes, tout. Voilà. Et donc, c'est la même chose pour les études que l'on peut faire, pour tout ce que l'on peut faire. On est évalué en permanence. Donc on est dans une société où c'est le chiffre qui compte. Le chiffre, là, c'est pas ce que l'on est vraiment et la valeur humaine, ce que je disais, mais beaucoup plus des critères qui sont supposément objectifs. Donc une rationalisation de tout domaine. C'est une sorte de rationalisation que je qualifierais d'abusive. Abusive. Parce qu'au fond, pour être médecin, à plus forte raison pour être psychiatre, c'est pas les chiffres qui peuvent correspondre à des savoirs objectifs, mais c'est beaucoup plus le relationnel que l'on peut avoir avec les patients qui importe. Est-ce que vous pouvez expliquer alors la différence, parce que ce n'est pas toujours clair pour tout le monde, entre un psychologue, un psychothérapeute et un psychanalyste? C'est différentes terminologies, mais ils sont très semblables. Où est la différence entre ces trois? Alors, un psychiatre est quelqu'un qui a fait des études de médecine et qui a étudié en plus la psychiatrie pendant au moins 4 ans. Et un psychiatre a le droit de prescrire des médicaments, des psychotropes. Donc un psychiatre est un médecin avant tout. Un psychologue est quelqu'un qui a fait des études de psychologie. Alors il y a différents niveaux. On peut avoir un master, on peut avoir un doctorat en psychologie. Et suivant les universités où on va, on peut être orienté un peu plus vers l'évaluation ou un peu plus vers la psychanalyse aux différents registres. Et un psychanalyste est quelqu'un qui n'est pas forcément médecin et qui n'est pas forcément non plus psychologue. C'est quelqu'un qui a fait une psychanalyse didactique, qui a été psychanalyste déjà, qui a fait sa propre psychanalyse et qui ensuite a été accompagné par un autre psychanalyste qui faisait ce qu'on appelle un contrôle, c'est-à-dire on parlait des cas à un autre plus ancien, et on apprend de cette façon. Et donc, au bout d'un moment, on est là aussi évalué pour savoir si on peut devenir psychanalyste en fonction de l'école psychanalytique dans laquelle on est. Et psychothérapeute est un terme qui a été récemment, il y a quelques années, cadré parce que au départ, tout le monde pouvait se dire psychothérapeute et que il y avait eu des abus, des gens qui se disaient psychothérapeutes et qui faisaient des dégâts alors qu'ils n'avaient aucune formation en quoi que ce soit. Donc maintenant, c'est un petit peu plus encadré. Et alors, vous êtes psychothérapeute et psychiatre. Vous avez alors un cabinet. Comment je peux comprendre le travail que vous faites? Donc, il y a des personnes qui viennent vous voir, vous consulter. Comment est votre journée? Comment vous pouvez me présenter, décrire votre travail? Moi, en ce qui me concerne, étant donné que j'ai eu assez longtemps des consultations à la Pitié-Salpêtrière, je suis installée en libéral, je reçois des patients. Au départ, je recevais des patients un petit peu sur toutes les pathologies, les gens qui demandaient à venir consulter. Il faut dire qu'en France, les consultations de psychiatrie sont très bien remboursées par la Sécurité sociale.
ce qui n'est pas le cas des consultations de psychologues, qui ne sont pas remboursées. Donc il faut payer ça de la caisse privée. Voilà. Alors que les consultations des psychiatres sont remboursées au moins partiellement par la sécurité sociale. Donc, actuellement, je suis un petit peu, en raison de mes livres, je suis un petit peu connue comme étant spécialiste de la violence psychologique. Et donc, à partir de là, je reçois beaucoup d'histoires de violence. Donc, les personnes qui lisent vos livres viennent aussi vous consulter alors. Ou quelqu'un a dit tu devrais aller voir Marie-France Irigoyen parce qu'elle elle connaît ce genre de situation. Donc je suis effectivement, je reçois beaucoup d'histoires, enfin des personnes qui sont victimes ou bien des personnes qui sont dans des interactions violentes. Mais je ne reçois pas que ça uniquement parce que sinon ça serait trop dur, trop lourd, ouais. Et comment vous avez fait alors pour écrire le livre en parallèle? Ça doit être vraiment beaucoup de travail. Vous avez votre journée et après vous avez commencé à écrire le livre. Les psychiatres travaillent beaucoup. Je l'ai dit, moi je suis psychiatre, mais je suis formée en thérapie familiale systémique, je suis psychanalyste, j'ai fait différentes formations de différentes formes de thérapie. Donc tout ça, on fait ça pendant le week-end en général. Hein? Donc on travaille effectivement beaucoup. Et il y a eu un moment où moi je me suis mise à écrire aussi pendant le week-end. Je me suis mise à écrire sur mon temps libre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier livre, je l'ai écrit parce que j'avais constaté qu'il y avait des situations que des patients me décrivaient où j'avais le sentiment que ces personnes étaient piégées dans une relation toxique. Il se trouve qu'à l'époque, j'avais un groupe de travail avec des psychanalystes et un groupe de travail avec en thérapie familiale systémique avec des systémiciens, et que quand je parlais des cas de ces patients, on me parlait du masochisme des victimes. Mes collègues me renvoyaient au masochisme, à la jouissance qu'il y avait à être victime. Et j'étais absolument pas d'accord. Et parce que je n'étais pas d'accord, j'ai eu envie d'écrire pour donner mon point de vue. Et c'est comme ça que j'ai écrit le premier livre. Et je pensais écrire pour mes patients, c'est-à-dire très peu de personnes. Et puis, le premier livre a eu un tel succès que, au fond, ça a été... Vous n'avez pas pu prévoir aussi, mais même est-ce que ça change la loi et qu'il y a une définition spéciale, voilà, il y a eu un succès tellement incroyable que ça a effectivement changé les choses. Et les psychiatres, mes collègues, qui à l'époque étaient très critiques en disant « mais Marie-France, elle voit des pervers partout ». Donc, mes collègues, au fond, maintenant, reconnaissent que c'est ce que je racontais. Peut-être j'étais un peu en avance, même certainement en avance, mais ce que je racontais, c'était vraiment la réalité de ce que l'on voit maintenant. Et au processus d'écriture, vous avez fait bien sûr vos expériences, et le dernier livre, c'est Les Narcisses. Vous avez écrit ça en 2018, publié en 2019. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un passage que vous avez écrit dans le premier livre, Harcèlement moral, qui récapitule tout ce que vous avez écrit 20 ans après dans Les Narcisses. Oui, alors en fait, j'ai eu la surprise de constater qu'il y avait un lien entre ce que je faisais il y a plus de 20 ans, les autres livres que j'ai écrits entre-temps, un sur la solitude, un sur la violence conjugale, un sur la manipulation. Donc les autres livres que j'ai pu écrire, il y avait un lien, tout ça c'était le même fil au fond que je tire et qui se poursuit. Et pour le dernier livre, alors c'est assez étonnant, mais ça je l'ai retrouvé récemment, je disais dans la conclusion, qui montre que peut-être ça suit, je disais dans la conclusion,
La multiplication actuelle des actes de perversité dans les familles et dans les entreprises est un indicateur de l'individualisme qui domine dans notre société. Dans un système qui fonctionne sur la loi du plus fort, du plus malin, les pervers sont rois. Quand la réussite est la principale valeur, l'honnêteté paraît faiblesse et la perversité prend un air de débrouillardise. Au fond, je réalisais donc très récemment que, au fond, ce que j'avais laissé en suspens dans le premier livre, en disant qu'il y avait une réflexion à avoir, je l'ai creusé dans le livre sur les narcisses. Il faut dire que ce premier livre, à ma grande surprise, je n'ai eu aucune critique. La seule critique qui m'a été faite par un confrère a été de dire « Oui, mais enfin, il n'y a pas plus de pervers narcissiques qu'avant. » Je n'avais pas répondu parce que j'en savais rien. Mais justement, dans ce dernier livre sur les narcisses, au fond, ce que j'analyse, c'est que nous sommes tous devenus plus narcissiques et que, au fond, ceux qui sont au premier plan sont des grands narcisses. Les pervers les plus forts. Pas forcément des pervers, mais des grands narcisses, en tous les cas. Certains étant des narcisses grandioses, qu'on appelle ça, c'est la classification, c'est le terme scientifique, narcisse grandiose. D'autres étant des narcisses vulnérables, et enfin certains étant des pervers narcissiques. Je précise le terme pervers narcissique qui a été décrié parce que, à la suite de mon premier livre, ça a été un peu galvaudé. Ce terme-là, au fond, a un équivalent en anglais, puisque les Américains utilisent le terme de malignant narcissism, c'est-à-dire c'est le narcissisme malveillant. Méchant, malveillant, méchant, c'est... Oui, mais méchant. Méchant. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont effectivement très destructeurs. Donc, ils ont un autre terme, mais au fond, on décrit la même chose. Mais si je comprends bien, il n'y a pas de définition exacte d'un narcisse. Donc, il y a une sorte d'indice, des numéros, une sorte de classification. Est-ce que vous pouvez expliquer peut-être les différentes définitions avant qu'on rentre dans le narcissisme pervers? Oui, alors, en fait, le narcissisme en soi, c'est pas une pathologie. Pathologie veut dire que c'est pas une maladie. Maladie. C'est pas une maladie. Le narcissisme, c'est alors si on reprend l'histoire, le registre freudien, le narcissisme est aussi une étape dans le développement d'un individu. Pour être un petit peu schématique, selon les critères freudiens, un enfant un nouveau-né passe par une première étape de ce que Freud appelait le narcissisme primaire, où l'enfant est le centre du monde. Donc tout est début, après la naissance. Freud disait « Sa Majesté le bébé ». Le bébé roi, peut-être aussi. Voilà. Hein. L'enfant, le nouveau-né est le centre du monde, c'est-à-dire il pleure, sa mère s'en occupe, on s'occupe de lui, on le nourrit, on le change, il est au centre de la famille. Assez rapidement, l'enfant découvre le monde extérieur, c'est-à-dire il peut pleurer et sa mère n'arrive pas immédiatement, il peut... ne pas être content pour eux, il a trop chaud, trop froid, etc. Il découvre que le monde n'est pas uniquement centré sur lui. Alors ça, c'est intéressant parce que, au fond, cette découverte des autres, de l'altérité, c'est ce qui va faire le narcissisme secondaire. Le narcissisme secondaire, on tient compte des autres, on revient, on se recentre sur soi, on s'enrichit du contact des autres. Donc on a un point de repère qu'on peut toujours... Voilà, okay. et on progresse comme ça, et on s'ouvre à autre chose. Si on prend l'exemple de Donald Trump, qui est dont je parle dans le livre, comme un cas extrême de narcissisme grandiose,
J'ai été frappée de voir que les cartoonistes américains ont souvent décrit Donald Trump comme un gros bébé avec des couches, parce que c'est ça, c'est un gros bébé avec des couches qui joue avec un ballon, et le ballon étant le monde. Au fond, un narcisse pathologique, quelqu'un qui souffre d'un trouble de la personnalité narcissique, est quelqu'un qui est resté au stade du narcissisme primaire. Il se considère le centre du monde et il ne s'enrichit pas, il ne voit pas le monde extérieur. Et c'est ça, au fond, l'intérêt. On est tous un peu narcissiques, et je l'explique dans le livre, on est tous devenus encore plus narcissiques, mais on ne l'est pas d'une façon pathologique si on est capable de tenir compte des autres et si on est capable aussi de se remettre en question. On peut tous être envieux, on peut tous avoir envie d'être au premier plan, etc. Mais si on apporte de la nuance et si on est capable de se remettre en question et surtout de tenir compte des autres, à ce moment-là, on n'est pas dans la pathologie. Les narcisses pathologiques, ceux que j'appelle les narcisses, donc, sont ceux qui ne sont pas concernés par les autres, n'ont aucune empathie, se mettent toujours au premier plan, quitte à écraser les autres, et au fond, font de gros dégâts. Sauf que, et c'est un des thèmes du livre, à notre époque, il faut être narcissique suffisamment, parce que sinon, vous n'existez pas. Je vais revenir à cette question sur le narcissisme pathologique dans la société aujourd'hui, mais juste avant, vous pouvez peut-être expliquer l'histoire de cette terminologie. Donc là, vous avez parlé de Freud, mais il y a aussi cette mythologie grecque qui parle aussi du narcisse. Est-ce qu'il y a une histoire? Vous pouvez expliquer la terminologie, d'où vient, pourquoi on parle de narcissisme? Alors, c'est un psychanalyste juste avant Freud qui avait utilisé le terme de narcisse. Alors, on le retrouve dans la mythologie. C'est l'histoire du dieu Narcisse, qui était le fils d'un dieu fleuve et de la déesse, je ne sais plus son nom, Hériope, ou quelque chose comme ça, qui était très beau. Et sa mère a interrogé un devin en disant est-ce qu'il vivra heureux? Et le devin a dit il vivra vieux et sera heureux si il ne se connaît pas ou si, au fond, suivant les traductions, il ne se regarde pas. Narcisse était très très beau et attirait les jeunes hommes et les jeunes femmes qui étaient tous fous de lui, de sa beauté et de son charme. Et entre autres, la déesse Écho était éperdument amoureuse de lui, mais il l'a rejetée d'une façon assez désagréable et méprisante. Et elle était tellement malheureuse qu'elle est partie dans les vallons et elle ne pouvait plus rien faire d'autre que de répéter les derniers mots de ce qui avait été dit. Et donc, à ce moment-là, la déesse de la vengeance a voulu la venger, justement, et a amené Narcisse au cours d'une partie de chasse, l'a amené à s'égarer auprès d'un étang. Il s'est regardé et dans cet étang, il s'est vu, mais inaccessible. Alors, suivant les versions qu'il y a eu, au fond, certains auteurs disent qu'il s'est reconnu dans le miroir, mais qu'il était inaccessible puisque c'était lui-même. Dans le reflet de l'eau, oui. Et, voilà. Et d'autres auteurs disent qu'il
il a pris cette image pour un autre. Et que de toute façon, c'est un autre qui était inaccessible, comme lui, il avait été inaccessible pour Eco. En tous les cas, à force de se regarder, il a oublié de manger et de boire, et il s'est penché et il s'est noyé. Et à la place de là où il a coulé, eh bien, une fleur a poussé, le narcisse. Et ce narcisse fleurit au printemps assez tôt, mais dépérit en été. Donc c'est le bon exemple du narcisse pathologique alors. On est dans le registre du narcisse pathologique, et au fond, c'est quelqu'un qui ne tient pas compte de l'autre, il n'a pas tenu compte des autres, et il s'est noyé en lui-même, en quelque sorte. Sans savoir qui il est. Dépendant de l'histoire, s'il ne se reconnaît pas. Voilà. Et ça, c'est le problème que vous voyez chez les narcisses pathologiques qui n'ont pas la possibilité de se reconnaître qui ils sont, vraiment. Les narcisses pathologiques sont toujours, c'est presque un critère important, sont dans le déni. Ils sont tellement persuadés. Au fond, comment fonctionne un narcisse ? Un narcisse, alors après, si je reviens sur l'histoire psychanalytique, après Freud, il y a un certain nombre de psychanalystes qui se sont intéressés au sujet du narcissisme. En particulier, il y avait en Allemagne une école psychanalytique, d'abord à Berlin, puis à Francfort, avant la guerre, et qui travaillait sur le narcissisme. La plupart de ces psychanalystes allemands ou européens, parce qu'ils n'étaient pas tous allemands, ces psychanalystes européens, un certain nombre ont émigré aux États-Unis avant ou après la guerre et ont créé des écoles psychanalytiques différentes. Kernberg, Cohut, Kernberg qui a travaillé sur la self-psychologie ou l'ego-psychologie entre Kernberg et Cohut. Et au fond, ils se sont petit à petit éloignés de la théorie freudienne pour créer, on va dire, un peu plus un intérêt sur le moi américain, on pourrait dire. Le moi américain étant plus centré sur l'adaptation à la société. Au fond, un individu doit pas simplement être dans l'amour de soi, être une bonne personne, mais beaucoup plus être quelqu'un qui réussit. Réussir dans la société. Dans la société, c'est-à-dire adapté à la société. Et c'est à partir de là que les psychiatres américains ont commencé à s'intéresser au narcissisme comme une pathologie. Et parce que dans cette façon de faire qu'il y avait d'être performant, d'être dans la réussite matérielle, au fond, on s'éloignait du fait d'être simplement quelqu'un qui est bien avec lui-même, qui a des bonnes valeurs, et quelqu'un qui, au fond, sait ce qu'il vaut, sait ce qu'il est. Or, un narcisse pathologique n'existe que dans le regard de l'autre. Ce que je suis au fond de moi importe peu. Ce qui importe, c'est ce que je donne à voir. Ce qui importe, c'est ce qu'on pense de moi. Mais si vous dites regard de l'autre, vous dites regard de la société, c'est l'autre, c'est la société. Mais là, je pense que vous parlez directement du néolibéralisme alors. Et du système capitaliste. Si vous dites que le principe américain du moi, c'est toujours très très dépendant de ce que la société définit comme réussir. Réussir, c'est probablement aussi faire carrière, je pense. Oui. C'est bien ça. Alors, c'est ce qui m'a intéressée et ce qui m'a donné envie de travailler sur ce sujet. Ce qui m'a intéressée, c'est qu'au fond, on sort de la psychanalyse et de la psychologie pour aller vers une interrogation sur la société.
Alors, c'est quelque chose, avant d'écrire ce livre, que j'avais abordé parce que, au fond, quand j'ai travaillé sur le harcèlement moral, j'ai pu voir qu'il s'agissait d'un fait de société. Dans le monde du travail, incontestablement, il y a de plus en plus de harcèlement. Il y a de plus en plus de violences subtiles. Il y a de plus en plus de prise de pouvoir. Et au fond, la vraie question, c'est cette interrogation, pourquoi il y en a plus? Mais si il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que vous parlez de l'évolution de l'être et à partir de l'enfance primaire qui est narcisse, et puis une évolution, donc l'éducation familiale dans ce cas, et une éducation scolaire. Donc si je comprends bien, on ne devient pas narcisse quand on est adulte. On grandit dans un environnement et déjà à l'âge très jeune, on voit qu'une personne est narcisse. Donc où est la grande influence de la société plus tard? Donc c'est une question de nature, une question des premières 10 années et qu'on rentre en tant que narcisse à 20 ans ou c'est quelque chose, on est formé dans une situation narcissiste? Alors c'est quelque chose qui boucle et c'est compliqué à expliquer parce que, au fond, si on veut voir l'origine du narcissisme pathologique, alors les théories psychanalytiques postulaient que cette pathologie aurait été la conséquence, on va dire, d'un traumatisme dans le développement des premières années. Ensuite, ce que l'on voit, c'est que dans l'éducation des enfants, de plus en plus, les parents idéalisent leur enfant. Alors, c'est le désir du désir, c'est ça? En quelque sorte, oui. Okay. Les parents qui veulent, les parents eux-mêmes narcissiques, qui veulent se valoriser à travers leur enfant et qui mettent cet enfant sur un piédestal, ou bien ne s'intéressent à l'enfant que parce qu'il est gratifiant. Pour eux-mêmes, donc ils se définissent à travers leurs enfants. Voilà, je prends l'exemple d'un parent, quelqu'un que j'ai eu en thérapie, qui avait besoin que sa fille soit une championne dans le sport qu'elle pratiquait. Et donc il lui mettait la pression pour qu'elle réussisse. Et cet enfant, évidemment, est devenu une narcisse pathologique, on va dire d'une certaine façon, pour se démarquer de son père. L'autre chose, c'est que notre société, l'environnement de notre société, amène les enfants à être un peu plus centrés sur eux-mêmes à travers les réseaux sociaux. Donc ça renforce la problématique qu'il y a déjà dans l'enfance. Donc, en fait, ce qui boucle, c'est que l'environnement culturel d'une société nous rend tous plus narcissiques, mais parce que nous sommes plus narcissiques, nous changeons l'environnement culturel de la société. Bien sûr, parce que les enfants qui sont plus narcissiques vont avoir une éducation de leurs enfants plus narcissiques. Voilà. Et c'est quelque chose qui se renforce au fur et à mesure. Et c'est ça qui est la difficulté. Ça a été tellement une difficulté qu'aux États-Unis, on a parlé d'épidémie narcissique, de narcissistic epidemic. C'est-à-dire, il y a eu donc des chercheurs américains qui se sont alarmés. Il y a beaucoup d'enfants, par exemple, qui s'appellent Unique. Aux États-Unis, le prénom, je suis unique, ou je suis Dieu, ou je suis le plus beau, etc. C'est-à-dire que ces enfants rois, on pourrait dire c'est dommage pour eux, mais ils influencent également leur environnement. Et donc ce mode de fonctionnement pathologique quand même de la société. Alors ça a été pris en compte assez tôt. Il y a eu Christopher Lasch qui a écrit un livre sur
la culture du narcissisme. Je crois que c'est en 79 aux États-Unis. Le livre est paru en France en 81, autant que je sache. Il y a eu un certain nombre de recherches qui ont été faites là-dessus, mais en Europe, on l'étudiait assez peu. C'était un petit peu comme si, et d'ailleurs, quand j'ai voulu écrire ce livre, j'ai trouvé peu de littérature européenne. Un petit peu comme si ce sont les Américains, ils sont comme ça, et nous... c'est autre chose. Nous, c'est autre chose. En fait, dans la réalité... le narcissisme, avec la mondialisation, a diffusé partout, plus ou moins suivant les cultures d'origine, un peu moins en Asie au début, si ce n'est que maintenant on voit, peut-être un peu moins au Japon, mais enfin, on voit quand même le narcissisme se développer un peu partout, en Chine, en Corée du Sud, Corée du Nord, on ne sait pas trop, mais... donc ça s'est diffusé incontestablement partout et je pense que cette idée d'une épidémie de narcissisme, je crois que c'est actuellement une pandémie de narcissisme. Et si je comprends bien, alors l'enfance et l'environnement dans les premières années, c'est décisif pour engendrer ce narcissisme dont vous parlez. Et après, la société, elle renforce à travers son système une aggravation de la situation. Voilà. Mais est-ce que c'est possible de soigner cette maladie? Parce que comment les enfants qui deviennent ou qui sont dans ce système vont changer leur éducation de leurs enfants s'ils peuvent eux-mêmes pas guérir? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Est-ce que c'est... Ce que je crois, c'est qu'il faut une prise Où commencer pour changer cette situation? L'éducation, c'est un moment décisif parce que si vous dites que le livre a été écrit dans les années 70, on a eu au moins 40 ans pour changer les situations dans les écoles, les situations d'éducation. Pourquoi ça devient pire en pire alors? Ça n'a pas changé, ça s'est plutôt aggravé. Donc, aggravé veut dire, vous expliquez à l'école, ou qu'est-ce qui s'est aggravé dans... Je crois que c'est tout le problème de l'éducation. Idéalement, pour qu'un enfant soit... On va dire, pour permettre à un enfant de développer un narcissisme sain, c'est-à-dire que cet enfant ait suffisamment confiance en lui sans se prendre pour un dieu, en tenant compte des autres, il faut qu'au départ, l'enfant ait suffisamment d'amour et de fierté dans le regard de ses parents, c'est-à-dire qu'il peut avoir confiance en lui parce qu'il voit dans le regard de son père ou de sa mère qu'il est aimé et qu'il est quelqu'un de bien. Mais il doit aussi, cet enfant, être cadré. Parce que je t'aime, je ne vais pas te laisser faire n'importe quoi. Parce que je t'aime, j'ai envie que tu sois un enfant qui tient compte des autres, un enfant qui est capable de se remettre en question quand il fait une bêtise, un enfant qui est ouvert aux autres. Vous avez peut-être trop de liberté aujourd'hui, que vous avez un encadrement, j'ai l'impression que ça veut dire des règlements stricts, en combinaison avec l'amour que les parents ils ont pour les enfants, donc c'est une idée très conservateur, non? Oui, sans doute, mais l'amour n'exclut pas de mettre un cadre. Au contraire, c'est rassurant pour un enfant d'avoir un cadre. Je sais que je ne vais pas faire de très grosses bêtises parce que mes parents vont faire attention. Faire attention. Alors bien sûr, je serais furieux ou furieuse contre mes parents parce que moi j'aimerais faire plein de choses sur lesquelles ils ne sont pas d'accord. Mais c'est ça l'éducation, c'est ce mouvement. Et pour que ce soit une éducation enrichissante, il faut qu'il y ait de la souplesse. C'est-à-dire à la fois de l'amour, à la fois un cadre et à la fois des explications pourquoi on met ce cadre. Beaucoup trop de parents, et moi j'ai des choses que j'ai pu voir parce que j'ai connu les cas extrêmes aussi.
Oui, mais j'ai connu les années 68 où il y avait les slogans en 68. Moi, j'étais étudiante à ce moment-là. Les slogans en 68, c'était « il est interdit d'interdire ». C'était « au fond, tout est possible ». Et il y a eu toute une vague de parents à l'époque qui ne mettaient aucune limite à leurs enfants. Alors, on est revenu un peu là-dessus, mais actuellement, la société moderne a changé des choses puisque maintenant, à cause des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, ce sont souvent les enfants qui expliquent la vie aux parents. Donc il y a un changement de rôle, alors. Il y a un changement complet. De responsabilité. Ouais. Et que très souvent, alors on le voit aussi avec dans des familles d'émigrés, où, par exemple, les parents ne parlent pas la langue ici, ne parlent pas le français, et ce sont les enfants qui remplissent les papiers, ce sont les enfants qui font la partie administrative et qui, au fond, mènent la famille. Donc, en fait, tous ces changements ont fait que les enfants maintenant sont de plus en plus libres, de plus en plus indépendants. Ils apprennent la vie à travers les réseaux sociaux. La vie, y compris la vie très dure, c'est-à-dire le harcèlement, puisque ça, le harcèlement, le stalking, le harcèlement à travers les réseaux sociaux, le cyberharcèlement, ça c'est une réalité qui s'aggrave là aussi. Donc notre société a changé. Alors il ne s'agit pas de dire que tout est mauvais dans ce monde moderne. Hein. Les nouvelles technologies apportent beaucoup, mais peut-être que les changements sont tellement rapides que ça peut amener l'impossibilité de se trouver, de se centrer sur quelque chose parce que c'est trop éphémère. Et que ça va tellement vite. Il y a un sociologue, Zygmunt Bauman, qui a beaucoup parlé de la société liquide. Il a écrit des livres sur la société liquide. Effectivement, tout est tellement éphémère, tout est tellement liquide, tout passe très vite que, au fond, on perd l'orientation. Voilà, on ne peut pas s'adapter au fur et à mesure, ça passe. Et donc, pour cet encadrement qu'il y a dans l'éducation alors, des parents, vous parlez de l'amour de soi, qui est une bonne chose et que c'est toujours dans un cadre où il y a des règlements stricts, donc pas toutes les libertés. Mais vous faites des différenciations, vous dites l'amour de soi, c'est un aspect important, la confiance de soi et l'estime de soi. Où est les différences entre l'amour de soi, la conscience de soi et l'estime de soi? L'amour de soi, c'est au fond ce que je suis. Je sais que je suis quelqu'un de bien, même si je fais des bêtises de temps en temps, même si... Un bon fondement Mais le fondement, je suis quelqu'un de bien. Et ça s'apprend justement dans la relation aux parents. Alors, c'est les parents qui définissent ou qui expliquent que l'enfant est bien, c'est pas la société alors? Parce que vous dites la société, non, ça, c'est pas la société. Vous êtes bien parce que l'enfant réussit ou l'adulte réussit, donc vous vous basez sur la relation entre parents et enfant, disant que les parents donnent l'impression à l'enfant qui est bien au fond. Oui, alors ça peut nous être renvoyé aussi par les pères. Par exemple, quand on fait un travail qui est bien et que nos collègues, nos supérieurs ou notre environnement professionnel disent « chapeau, c'est bien ce que tu as fait » et on a un retour positif, ça donne une bonne image de soi. Le problème, c'est qu'actuellement, on est dans un fonctionnement des nouvelles thérapies, de la psychologie actuelle, où il faut être dans l'estime de soi. Il faut renforcer son estime de soi en permanence. C'est-à-dire, il faut se valoriser. Se valoriser, alors, il faut que vous preniez confiance en vous. Alors, allez faire des exercices pour parler plus fort. Allez faire des exercices pour vous mettre un peu plus en avant. Question de performance, alors. On est dans l'adaptation à la société, c'est-à-dire
Si vous voulez réussir, il faut que vous sachiez parler en public. Si vous voulez réussir, maintenant c'est même pas ça, pas uniquement parler en public, mais parler devant des caméras. Si vous voulez réussir, il faut savoir vous mettre en avant sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça, c'est au fond une façon de se mettre en avant de façon artificielle. Alors, on peut, c'est très compréhensible, on peut aider quelqu'un qui est par exemple très timide, on peut l'aider à se valoriser un peu, à reprendre confiance en soi et à savoir un peu mieux s'exprimer dans la société. Mais on est à une époque où, au contraire, tout est centré là-dessus. Au fond, ce qui importe, c'est pas ce que vous êtes, c'est pas votre valeur intrinsèque, mais c'est ce que vous donnez à voir. Donc, si je comprends bien, la confiance de soi, c'est un processus extérieur avec la société. L'amour de soi, c'est quelque chose d'intérieur. Absolument. Et si on a un amour de soi basé sur une éducation des parents qui disent qu'on est une bonne personne, normalement, on n'aurait pas le besoin de se valoriser autant, d'avoir une bonne conscience de soi. Ou c'est possible qu'on peut avoir un bon amour de soi et même être timide, par exemple, ou avoir un... Oui, mais on peut être timide et avoir... faire des choses intéressantes qui nous valorisent quand même. C'est l'extrême peut-être. La valorisation externe, extérieure, c'est pas toujours mauvais, mais c'est l'extrême. C'est l'extrême, qui pose un problème. absolument. Ce qui apparaît, c'est que au fond, dans le monde moderne, celui qui se met le plus en avant est celui qui va, entre guillemets, réussir le mieux. Il va gagner le jeu. Qui va gagner le jeu. Et alors c'est là où on est dans le registre des manipulateurs, imposteurs ou pervers qui, eux, sont très bons là-dessus. Les narcisses sont ceux qui savent se mettre en avant, même si derrière il n'y a rien. Parce que, au fond, un narcisse pathologique, c'est quelqu'un qui est complètement creux. Il n'y a pas d'amour de soi. Et qui n'a pas, c'est justement parce qu'il n'a pas du tout d'amour de soi, il est obligé de fabriquer une image, on va dire, en quelque sorte, c'est comme un avatar. Il est vide, en fait, dans l'intérieur. Il est vide de l'intérieur, et donc il est obligé aussi d'accrocher les autres pour espérer attirer un certain nombre des qualités qu'a l'autre, pour se les incorporer. Et il masque en permanence qu'il est vide et qu'il n'y a au fond aucun amour de soi au fond de lui. Et la troisième catégorie, estime de soi, comment je peux comprendre ce terme ? L'estime de soi, c'est normalement quelque chose qui vient de l'amour de soi, c'est-à-dire ce qui vient des parents, et qui vient aussi, qui est renforcé par la société. C'est-à-dire, j'ai bien travaillé dans mes études, j'ai des bons retours, on me fait des compliments sur ce que je vaux, et donc je récupère un peu je me valorise à travers le regard qu'on me porte, que les autres me portent sur moi. C'est-à-dire, il y a là à la fois ce qui est du intrinsèque et ce qui vient du regard de l'autre. Et comment pouvez-vous convaincre la société d'avoir un changement fondamental si les narcisses que vous décrivez sont ceux qui sont forts, qui réussissent dans la société ? Donc réussir, c'est quelque chose de positif. Donc, ça dépend sur quels critères. Vous devez donc changer la définition peut-être de réussir dans la société. Peut-être réussir dans le futur peut dire d'avoir de l'amour en soi, d'être une bonne personne et pas d'avoir beaucoup de confiance en soi et d'être extérieur très fort. Ou comment vous le convaincre ? Parce que Trump, par exemple, vous dites que Trump c'est un narcisse pathologique ou un pervers, mais c'est le président des États-Unis, donc pour lui c'est quelqu'un qui a réussi. La société dit, les Américains disent, ils ont respect parce que c'est un entrepreneur et que c'est le président des États-Unis. Bon, le cas de Trump, on en parlera après, mais c'est autre chose.
En fait, le critère, quand je dis réussir, je le dis avec un peu d'ironie. Réussir sa vie, c'est pas réussir forcément professionnellement, c'est arriver à trouver une harmonie entre sa vie personnelle, sa vie professionnelle, sa vie intellectuelle. Au fond, ça devrait être ça. C'est-à-dire avoir des liens qui font du bien, des liens affectifs forts, avoir une vie où on a du temps pour la nature, pour soi, si on a des enfants, s'occuper de ses enfants, professionnellement progresser, mais en étant fier de ce qu'on fait, ça devrait être ça, réussir. Dans la réalité, dans le langage courant, réussir, c'est celui qui a une belle profession, qui gagne beaucoup d'argent ou suffisamment d'argent, qui a un prestige social, etc. Et je pense que c'est là où on se trompe. C'est là où il y a notre monde, et on est dans une société qui est incontestablement matérialiste, centrée sur l'argent, centrée sur la performance, centrée sur la réussite extérieure. Et je pense que c'est la difficulté. Si c'est les critères que l'on donne aux enfants, c'est dangereux pour eux. Par exemple, certains parents poussent leurs enfants vers des études qui ne vont pas forcément les intéresser, mais vers des études qui vont les amener à avoir une profession prestigieuse, où en France on a les grandes écoles où c'est très très dur, et où à partir de là on est sûr qu'on aura les meilleurs postes dans la société. Et au fond, quand même, je pense que notre société telle qu'elle est en France, mais c'est ailleurs pareil, valorise, pousse, met au premier plan les plus narcissiques. Si vous êtes, on parlait des timides tout à l'heure, si vous êtes plus timide, vous pouvez faire une très belle carrière scientifique ou une très belle carrière, je ne sais pas, artistique ou tout ce qu'on veut, ou être un bon médecin par exemple, mais suivant les critères de notre époque, c'est pas la réussite matérielle, la réussite moderne. Mais d'un autre côté, j'observe qu'il y a un groupement de jeunes qui ont le désir de prendre un autre chemin avec d'autres critères. Donc ça vous donne aussi de l'espoir ? Actuellement, je vois beaucoup de jeunes, et c'est ce qui me donne de l'espoir justement, qui ont fait des études, qui ont réfléchi et qui veulent plus de cette société consumériste, qui veulent plus être dans la consommation, dans l'apparence, qui veulent ne pas être dans la performance où il faut travailler toujours plus pour avoir toujours plus d'argent, et qui veulent simplement faire un travail qui les intéresse et pas un bullshit job. Ils veulent être donc préfèrent une vie plus lente, plus à l'écoute d'eux-mêmes, avoir un espace pour leur vie privée, et surtout qu'ils veulent qu'on soit dans qu'ils veulent plus de cette course en avant perpétuelle de la société moderne, qui va faire qu'on va consommer de plus en plus, abîmer de plus en plus la planète, etc. Je pense que tout ça, ça marche ensemble. Et qu'à partir du moment où on refuse très clairement le narcissisme pathologique, c'est lié à la société capitaliste qui veut qu'il y ait de plus en plus de consommation, de production, de consommation, voilà. Et à partir du moment où on décide, on veut plus jouer ce jeu-là, et qu'on se dit mais il y a peut-être d'autres façons de fonctionner,
je crois qu'on peut sortir de cette société narcissique. Toute la difficulté, c'est qu'on le voit bien avec la crise actuelle du Covid, ça peut pas se changer d'un coup. Juste parce que quelques jeunes ont envie, ne veulent plus de ce monde ce monde de performance qui nous laisse plus de place pour nous-mêmes. Alors, je crois qu'il y a beaucoup à changer là actuellement. Alors peut-être que justement, à cause ou grâce à cette pandémie, on va avoir envie de consommer moins, de voyager moins juste pour la frime, dire j'ai visité tel pays ou tel autre, etc. Et qu'on va peut-être, parce que le confinement nous a amenés à être seuls avec nous-mêmes. De penser à ce qu'on veut ou qui on est exactement. Et au fond, ça nous a, pour certains d'entre nous, laissé du temps pour réfléchir à qui on est, ce que l'on veut, qu'est-ce qui est l'essentiel dans une vie. Alors, peut-être que là, il peut y avoir effectivement un espoir. Je trouve ça très intéressant. Une dernière question, c'est que vous avez décrit dans les années 68 que vous étiez venu à Paris, vous étiez influencé par une autre génération sur d'autres thèmes, donc une intellectualité française. Et ce livre, c'est vous qui avez écrit ce livre, vous êtes beaucoup plus âgé que les jeunes, veut dire que vous avez peut-être une vision, vous avez une analyse de la société que les jeunes peuvent comprendre, que les jeunes peuvent penser dessus. Est-ce que vous pensez que, parce que vous avez dit, il y a un changement de rôle. Les adultes sont des enfants et les enfants deviennent des adultes quand ils prennent beaucoup de responsabilités avec tous les réseaux sociaux. Donc vous pensez qu'il y a une nécessité d'une nouvelle renaissance de l'intellectualité française où il y a un échange des adultes ou des personnes plus âgées avec les jeunes, où cette fois-ci ça va être différent, c'est que les jeunes vont définir ce que ça va être la société de demain, vont définir en autonomie sans l'influence de l'intellectualité de ceux qui sont plus vieux. Est-ce que vous voyez que ça va changer, ou vous pensez que c'est important que les jeunes regarde ce qu'il y avait avant et... Ce que j'ai vu avec ce livre, c'est qu'il a été très très bien accueilli par des jeunes qui ont des blogs et qui réfléchissent à ce qu'ils veulent pour l'avenir. C'est-à-dire qu'ils sont pas dans le registre il faut que je me coule dans le moule de mes parents. Donc ça veut dire qu'il y a encore l'influence qui est là d'une autre génération alors. Je pense qu'il y a une génération intermédiaire là qui commence à s'interroger. Les moins de 30 ans, on va dire, qui commencent à s'interroger, qui ont un peu partout qui sont en révolte contre les excès de notre société. Je pense que c'est plus difficile à faire entendre ce que je dis aux gens de ma génération, parce que il faut dire que il y a eu la période des 30 glorieuses où tout était facile. Il n'y avait pas on pouvait consommer comme on voulait. Il n'y avait pas une interrogation sur le devenir de la planète. Il n'y avait pas de problème pour les énergies. L'argent était relativement facile et quand on travaillait, on avait facilement du travail. Ce monde a changé, le monde est difficile, le monde du travail est dur, est très dur pour tout le monde, mais encore plus pour les jeunes. Et je comprends qu'ils aient envie que ça change. Donc, je ne suis pas tout à fait pessimiste, mais quand même, le système en place ne laisse pas beaucoup de possibilités pour bouger les curseurs. Actuellement, on essaie on est toujours quand même dans la performance. Et je crois qu'un peu plus... alors, ce qui se passe au niveau des individus, on le retrouve au niveau des sociétés, un peu plus d'humilité, ça serait bien. Mais ce que l'on voit dans le monde actuel, c'est que les dirigeants des plus grands pays sont des grands narcisses.
Alors bien sûr, dans le livre, je parle de Trump, mais il y a Bolsonaro, il y a le président chinois, il y a en Europe de l'Est, il y a quelques narcisses également, il y a le nord-coréen également. Et je ne parle même pas de Vladimir Poutine, qui, lui, à mon avis, est plus dans le registre, sans doute dans le registre pervers narcissique. Et au fond, ces dirigeants, ils veulent être... ils sont narcisses pour eux-mêmes, mais aussi pour leur pays. C'est-à-dire chacun, que ce soit le président chinois ou Poutine ou Donald Trump, c'est encore un petit peu différent, mais lui, c'est vraiment pour lui-même. Mais ces dirigeants, ce qu'ils veulent, c'est que leur pays soit au premier plan, qu'il soit connu comme étant le dirigeant qui a fait qu'ils ont amené la grandeur du pays. Mais quand on voit que ce président chinois, par exemple, s'est arrangé pour être président à vie, on va dire, Poutine également, on peut que s'inquiéter, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce monde qui est mené par des grands narcisses, des sortes d'autocrates qui pourtant ont été élus, parce que c'est ça, au fond, le vrai questionnement. Ces gens-là ont été élus démocratiquement et ils sont quand même dans le pouvoir, on va dire, pouvoir qui tente à devenir pouvoir absolu. Mais c'est très intéressant parce que peut-être on peut aussi dire ça autrement, dire que l'extrême va pousser, engendrer un changement aussi. Que la génération de 68 a vu un changement parce qu'il y avait un autre point de repère pour changer. Donc peut-être les extrêmes, c'est une phase, et puis ça va engendrer la jeunesse de dire on a essayé, on a fait une mauvaise expérience personnelle, et on va changer pour le futur. Donc on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais peut-être ça va engendrer une renaissance. On peut penser par exemple que Donald Trump s'est montré tellement... dans la caricature du narcissisme, que ça fait des dégâts considérables et que peut-être les Américains vont ouvrir leurs yeux et voir à quel point cet homme qui est raciste, sexiste, menteur, invétéré, tricheur et tout ça, ils vont peut-être se rendre compte qu'il vaut mieux élire quelqu'un de apparemment plus modeste et en tous les cas plus sérieux. On va laisser ça au futur et espérons pour le meilleur alors. Merci madame. On peut l'espérer, oui. Merci à vous. C'était l'émission En dialogue avec Marie-France Irigoyen, psychothérapeute et psychiatre française. À la prochaine.